Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC. Bon, en ce moment, on se concentre surtout sur lui. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le flux, c'est là où il y a les acheteurs, c'est là où il se passe l'action, c'est le leader du marché à l'heure actuelle, pendant que les alts ne font pas grand-chose. Donc pour ceux qui veulent faire de l'intraday, c'est ce genre d'actifs où vous devez vous concentrer. Quand vous faites de la continuation de tendance, vous vous concentrez sur des actifs qui ont du flux, qui ont du momentum, là où il y a des acheteurs, d'accord? On ne cherche pas à se positionner sur les altcoins les plus faibles parce que ils ne font rien. Donc autant se concentrer là où il y a de l'action. Ça déjà, si vous vous concentrez là-dessus, ça vous évitera de rentrer en position sur des cryptos qui ne font pas grand-chose. Et actuellement, c'est BTC le leader. Donc pour ceux qui font de l'intraday, c'est cette crypto à surveiller pour le moment. Quand le BTC se calmera et qu'on aura une rotation des capitaux sur les altcoins, là, ça sera plus intéressant de se concentrer sur les altcoins. Pour le moment, on est dans une dynamique haussière, on enchaîne de plusieurs journées consécutives daily haussier, on a un début de flux haussier, enfin on a un flux haussier pour le moment, et voilà, il n'y a pas de signaux de retournement pour le moment, donc vaut mieux continuer à chercher à longue cette tendance. En daily, comme je dis, on est haussier, on peut avoir un retracement, parce qu'une dynamique haussière, c'est décruer des sommets de plus en plus haut, tant qu'on ne fait pas une pattern de retournement, donc juste le fait de faire une structure de top de marché, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent. Ici, c'est une pattern de distribution, d'accord, et on inverserait notre dynamique baissière. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Également, on ne veut pas spécialement réintégrer une précédente zone de range, parce que là, on a une réaccumulation dans une tendance haussière, donc on ne veut pas on veut pas réintégrer ce niveau-là, sinon on aurait de grandes chances de revenir chercher notre bad range. Par contre, oui, on peut avoir une correction de 10%, avoir un pullback ici et être toujours en tendance haussière, d'accord? Rien ne nous empêche de faire ça et on serait toujours dans une tendance haussière. Donc c'est normal quand on a un marché avec autant de volatilité, qu'on fait des aussi grosses performances à la hausse. Voilà, c'est comme un élastique. L'élastique, quand il est tendu, quand il se détend, faut s'attendre également à une bonne baisse. C'est pas possible un marché qui fait des plus 30% et quand il corrige des moins 2%, d'accord? Pour le moment, en tout cas, le BTC n'indique pas de signaux de retournement. Alors comment voir comment on a un signal de retournement? Alors ça va dépendre, on peut voir ça via des indicateurs de momentum. Alors l'indicateur de momentum va pas spécialement indiquer un retournement, mais ça va nous permettre de voir si on a un affaiblissement des acheteurs ou des vendeurs. C'est le début d'un potentiel retournement, mais c'est pas suffisant pour vraiment déterminer qu'on a un retournement. Par exemple, ici on a une divergence baissière, mais celle-ci est juste potentielle. On va faire un petit cours sur le MACD, je vais rappeler certains principes, ça peut vous être utile. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, au moment où on a une divergence baissière potentielle, de penser que c'est une divergence baissière qui est validée et que elle est confirmée. Pour valider une divergence baissière, faut break ce niveau-là. Tout simplement faire un M sur le MACD. C'est tout à fait logique parce que tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, on est juste dans une compression, d'accord? C'est un peu comme quand on est sur le prix, hop, est-ce que ça, c'est un double top? Est-ce que ça, c'est un top de marché? Est-ce qu'on inverse notre dynamique? Absolument pas, parce que ça peut être soit une structure de top de marché, effectivement, si on break ce niveau-là, ou ça peut être également une structure de continuation, un W, d'accord? Donc, on est tout simplement dans un range sur le MACD, et tant qu'on ne break pas ce niveau-là, la divergence n'est pas validée. Ça, c'est un point très important. Attention à ne pas, ça marche sur le RSI, ça marche sur le MACD, ça marche sur la plupart des indicateurs de momentum. Ne pas faire cette erreur de voir absolument une divergence validée immédiatement, une divergence baissière validée. Pareil, de la même manière, une divergence baissière n'indique pas un retournement de notre tendance. Admettons, on en a une ici. Ici, on a une divergence baissière qui, elle, est validée. On voit que sur le cours, on fait un sommet plus haut que le précédent et sur le momentum, un sommet plus bas que le précédent. On a bien ici notre structure de top, ok? Donc le creux ici, le creux plus bas que le précédent à partir du moment où on break, ok? Donc notre structure de M. Cette divergence est validée. Maintenant, une divergence baissière dans une dynamique haussière, surtout sur du 1 heure, nous indique tout simplement que sur du court terme, on a un affaiblissement des acheteurs, mais un affaiblissement des acheteurs ne veut pas spécialement dire un retournement. Des acheteurs plus faibles seront toujours plus forts que des vendeurs absents, d'accord? Et là, dans cette tendance haussière, on voit que les vendeurs ne montrent pas spécialement de signes de présence, et quand on a une divergence baissière comme ça dans une tendance haussière, en général, ce qu'on fait, c'est on rentre dans une phase de consolidation. Le marché rentre dans une phase de range. En plus, qu'est-ce qu'on voit? On fait l'inverse d'une divergence baissière. On a ici une divergence haussière, vu qu'on voit qu'on fait un creux plus bas que le précédent, alors que là on fait un creux plus haut que le précédent, ce qui nous indique que ici on a une inversion du momentum, le momentum repasse bullish, et en plus on a notre structure qui nous montre une pattern de retournement. Donc attention comment vous utilisez votre MACD, votre indicateur de RSI ou autre. Déjà, seulement utiliser un indicateur de momentum vous permet pas de prendre des décisions, ça va vous aiguiller si on a le début d'un flux haussier, si on a une divergence, un affaiblissement, mais c'est pas ça qui va vous dire ça y est on s'est retourné.
Donc là, sur du court terme, ce qui pourrait nous dire que potentiellement, comme quand on se retourne, ça peut être une structure de top de marché, ok, une phase de distribution, on rentre dans un range et on le casse à la baisse, parce que pour le moment, qu'est-ce que je constate? Tous les ranges qu'on fait, on les casse à la hausse. Et ça, c'est quelque chose, je vous ai longtemps répété, et je vous le répéterai tous les jours s'il faut, dans une tendance haussière, tous les ranges qu'on fait, donc des ranges précédés par une tendance haussière, ont plus de chances de casser à la hausse. Et là, tous les malins qui font de la contre-tendance, alors il y en a qui font de la contre-tendance et ils sont rentables, tant mieux, mais la plupart des gens qui font de la contre-tendance, qui n'y connaissent rien, qui débutent, parce que, pourquoi la plupart des gens font de la contre-tendance? Parce qu'ils sont pas positionnés dans le marché, dans leur tête, ils se disent, c'est trop tard, et du coup, ils se disent, ok, bon du coup, vu que je peux plus long, je vais short. Non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, la plupart des gens, ils shortent ici, en espérant avoir le top, parce que ça, c'est un peu un concours d'ego, hein. La plupart des gens, ils veulent le bottom parfait, et ils veulent le top parfait. Malheureusement, c'est pas aussi simple, vous aurez jamais le top parfait, vous aurez jamais le bottom parfait. Dans une tendance haussière, votre but, c'est pas d'acheter ici et de vendre ici, votre but c'est d'acheter ici et de vendre ici. C'est pas pareil, d'accord? C'est pas pareil. Et là, dans une tendance comme ça, si vous shortez ici, vous faites stop loss. Si vous shortez ici, vous faites stop loss. Si vous shortez ici, vous faites encore stop loss. Dans des ranges précédés par une tendance haussière, cherchez toujours à vous positionner pour de la continuation de tendance. Alors c'est sûr qu'à un moment, c'est obligé, il y a un moment, on va avoir un range et on va avoir une cassure à la baisse. C'est obligé parce que une tendance, elle va bien se terminer un jour. Maintenant, si vous avez une bonne gestion de votre risque et vous laissez courir les gains et couper rapidement les pertes, la perte que vous allez faire au moment où on a notre cassure de notre range, tout simplement, elle sera largement compensée par les gains que vous avez fait ici, 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 ici. Alors, je vous dis pas d'avoir tous les mouvements, on peut pas avoir tous les mouvements, parce que des fois, il y a des setups qui vont pas s'enclencher, des fois, vous allez pas rentrer, des fois, ça va se passer la nuit, vous pouvez pas rentrer partout, mais voilà, déjà, si vous avez un ou deux mouvements dans une tendance haussière, c'est largement suffisant pour faire des gains. Voilà, ça c'est un petit cours sur tendance MACD. Maintenant, hop, je mets les moyennes mobiles, on est toujours dans une dynamique haussière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, pour le moment, cette tendance, on peut toujours l'accompagner. Si on vient faire un pullback, ici sur du court terme, sur du 1 heure, on a un pivot assez clé, aux alentours des 42 000 $, tant qu'on n'a pas une réintégration de ce niveau-là, on peut chercher des longues, et voilà, c'est un peu la même chose, hein. Comme on avait ici, notre range, on l'a cassé à la hausse, on a presque fait un pullback, tant qu'on n'a pas de réintégration, c'est bullish, et c'est ce qu'on a pareil en daily, sur du plus long terme, tant qu'on n'a pas une réintégration de ce niveau-là, le daily reste haussier. Si on commence à réintégrer les 42 000 $, il y aura de grandes probabilités d'aller chercher de la liquidité sous ces creux-là. Ça c'est d'un point de vue technique, pour le moment pas de signal comme je l'ai dit de top. D'ailleurs on a été chercher les 43 000 $. Je voulais vous montrer, on voit qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs qui soutiennent le prix. Sur Mobchart, je l'ai expliqué sur le Discord il y a pas longtemps, c'est un bon outil qui vous permet de voir les ordres limites qui sont en attente d'être exécutés. Donc les traits rouges et les traits verts, c'est tout simplement des gens c'est des acheteurs ou vendeurs passifs qui posent un ordre dans le carnet d'ordre et qui se disent ok, moi je veux vendre un BTC à 44 000 $, je veux acheter un BTC à 41 000 $, d'accord? Donc ça nous permet de voir des zones où il y a des acheteurs potentiels qui attendent cette zone pour se faire exécuter. Attention, alors c'est des zones de support et des résistances très pertinents. On voit que cette zone clé là des 42 000 $, il y avait du monde a fait office de résistance. Alors c'est pas spécialement qu'on va marquer un top de marché, hein, vu qu'on garde notre tendance haussière. Par contre sur du court terme, sur du scalping, sur de l'intraday, ça peut être des zones pour chercher des shorts, même si comme je l'ai dit, attention à pas faire de la contre-tendance. Par contre vous voyez ici, on a eu des ordres qui sont positionnés et c'est des niveaux qui ont été exécutés, qui ont fait office de support. Méfiance, ces ordres-là peuvent être retirés à la minute, ça peut être retiré rapidement, d'accord? C'est des ordres qui sont posés, comme vous posez un ordre limite pour vous faire exécuter, vous avez juste à cliquer sur le bouton annuler, votre ordre est annulé. Donc attention à des positions qui sont en cours, peuvent être retirées dans les prochaines minutes, les prochaines heures, etc. Mais on voit que ça soutient. Là ça soutient aux alentours des 41 700, 41 600. On voit c'est bien soutenu. Alors en général, je prends pas spécialement en compte les grosses zones sur des chiffres ronds psychologiques, parce que de base un chiffre rond psychologique est une zone de résistance via ces ordres là. On voit que pourquoi ici il y a autant de BTC qui étaient mis en vente, parce que c'est les 42 000 $ et il y a énormément de gens qui se positionnent sur les chiffres ronds psychologiques. Par contre moi ce que je surveille c'est vraiment des BTC qui sont comme ça mis en attente d'être exécutés sur des chiffres un peu aléatoires. À 41 663, logiquement, il n'y a pas grand monde qui met ses ordres d'achat là. Alors que les 40 000 $, si je vais chercher les 40 000 $, voilà, on a du monde. Plus maintenant, mais on avait du monde. Mais voilà, ça nous montre que globalement, le prix est bien soutenu. D'un point de vue order flow, pas grand chose.
on liquide des shorts, on le voit, on a toujours un bon gain sur l'open interest, et ce que j'aime bien, c'est vraiment bon signe tant qu'on voit ça, c'est qu'au moment, à chaque fois on a une tendance haussière, comme on a eu ici par exemple, tendance haussière, hausse de l'open interest. On rentre dans un range, on a une baisse de l'open interest, c'est normal. Ici on a de la liquidation short, on a également des longues qui vont prendre des profits, donc c'est normal pour qu'on range, parce que on va avoir des shorts qui vont défendre cette zone de prix. On va avoir aussi des longues, et beaucoup aussi, ça peut venir de là, des longues qui clôturent leur position. Je vous rappelle, un long qui clôture sa position, c'est quelqu'un qui vend, d'accord? Quand vous êtes acheteur, vous êtes un futur vendeur, donc ça fait automatiquement office de résistance. Et voilà, à chaque fois qu'on a une hausse, eh ben on a un soutien sur l'open interest, et c'est ce qu'on veut voir. Il y en a beaucoup qui se disent si l'open interest augmente, il y a beaucoup de gens qui FOMO, c'est pas bon, c'est pas une bonne montée. Pour que le marché monte, il y a des acheteurs, faut qu'il y ait des ouvertures de position. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Ce qu'on veut pas voir, c'est vraiment une hausse fulgurante de l'open interest alors qu'on est dans un range. Là ça nous indique en général, attention, il y a du monde qui rentre en position, on peut s'attendre à de la volatilité. Mais un prix qui monte avec un open interest qui monte, ça nous indique que des acheteurs sont tout simplement présents. Qu'on commence comme ça à avoir une baisse de l'open interest, c'est qu'on a de la liquidation de short et ou, donc ça peut être les deux, des clôtures de position longues. Mais voilà, pareil sur l'open interest, le CVD est haussier, on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas d'absorption, voilà, on a pour le moment des acheteurs qui maintiennent bien cette tendance haussière. Je voulais regarder avec vous, les spreads. On va regarder ça après aussi. Alors, on n'a pas spécialement de FOMO, on verra à la clôture. Ouais, on n'a pas spécialement de FOMO encore. On n'a pas regagné les différents niveaux. Et ça, c'est vraiment, vous voyez la différence, c'est que ici, ce sommet-là, on l'a fait le 12 novembre. Le 12 novembre, on devait être par là. On était ici. Vous voyez que on fait en performance plus 15%. Alors que si je regarde ici sur les spreads, on est plus bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de FOMO à l'heure actuelle, alors qu'on est 15% plus haut du creux précédent. Et les spreads sont très intéressants de voir ça, qu'on commence à aller chercher des niveaux aussi hauts, comme on a eu ici, ça nous indique que, attention, le marché va se calmer. Un marché qui se calme, c'est pas spécialement un marché qui prend moins 60, moins 70%, c'est rentrer dans une phase de range, faire sortir les gens, faire dégoûter les gens qui sont un peu trop pressés de faire de l'argent, calmer un peu l'euphorie, et avoir une tendance haussière. En tout cas, pour le moment, sur les spreads, c'est, y a pas trop d'euphorie pour le moment. Quand on cassera ce précédent sommet ou qu'on reviendra au même niveau, là, on pourra quand même commencer à se poser quelques questions. Voilà pour le BTC. Les altcoins, c'est pas trop ça. Ils prennent pas spécialement cher, mais ils ne performent pas autant que le BTC. Et comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut pour marquer une altcoin season, au moins une période où les altcoins performent, c'est un BTC qui va rentrer dans une phase de consolidation. Pendant cette phase qu'on a eu ici, où le BTC n'a pas fait grand chose, on a des altcoins qui ont très bien performé, d'accord? On a eu de très bonnes performances, et c'est ce qu'on veut. C'est la même chose, c'est le BTC trouve une phase de top, d'accord? Et on rentre dans cette phase de consolidation, de distribution, ou de réaccumulation, mais bref, un range où il n'y a pas trop de volatilité, et les investisseurs sortiront sûrement de leur position à ce moment-là pour aller dans les altcoins. On peut regarder d'ailleurs via ce graphique quels sont les altcoins qui performent le mieux les derniers jours. Si je prends depuis une semaine là, depuis début décembre, ça c'est intéressant, pareil pour faire de la suite tendance, pour vous concentrer sur les altcoins qui sont les plus fortes. Et voilà, on a NIR, on a EGLD, on a BTC. Ouais, c'est globalement les altcoins qui sont les plus fortes sur les derniers jours. On voit que le BTC est quand même dans les plus hauts. Voilà. Après on a ETH 10% et on a Solana 2% sur les. Alors là j'ai juste pris les 5 derniers jours, mais voilà, on voit que BTC globalement c'est le king. Mais ça c'est intéressant pour voir globalement quel altcoin performe le mieux et de savoir sur quoi se concentrer pour faire de la suite tendance. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le BTC. Pour le moment, laissez courir les gains, pensez à prendre des gains aussi, mais attention à ne pas spécialement sécuriser des profits trop rapidement. Par exemple, je pense surtout aux gens qui attention à pas faire cette erreur-là. Après, je veux pas donner de conseils en investissement parce que vous gérez un peu votre portefeuille comme vous voulez. On va surtout s'adresser aux investisseurs à long terme. Les personnes qui sont rentrées, je sais que la moyenne d'achat sur pas mal de monde, elle est ici. Il y avait une stat qui était sortie sur BTC. Je sais que 43 000 $, c'est un chiffre où il y a eu beaucoup, c'est un peu la moyenne d'achat de la plupart des gens. L'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir holdé pendant 2 ans, en janvier 2022, ça va faire presque 2 ans, pendant 2 ans, d'avoir accepté un drawdown de 65% et prendre des profits, admettons après un 10%.
d'accord? Il y en a beaucoup qui ont été traumatisés, je pense, par ce bear market. C'est possible, hein, ceux qui sont rentrés trop haut, ceux qui ont été trop exposés, etc. Si vous avez besoin de votre argent tout de suite maintenant, bien sûr, hein, l'argent que vous utilisez pour vos investissements ne doit pas vous impacter dans votre vie de tous les jours. Ok, si vous êtes vraiment, c'est une galère et tout, c'est bien sûr, avant d'investir, de toute façon, vous devez avoir un fonds d'urgence, vous devez investir de l'argent que vous pouvez. Alors, on dit accepter de perdre. Oui, bon, c'est la vérité, on doit accepter de perdre, mais c'est surtout qu'on n'a pas, qui va pas nous poser des problèmes. Ne faites pas de crédit, ne vendez pas votre maison pour investir, tout ça c'est des erreurs, d'accord? Et les histoires des gens qui ont fait ça et qui ont été millionnaires, tant mieux pour eux, mais il y en a plus de l'autre côté qui sont ramassés la gueule. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous avez pris un aussi gros drawdown, qu'on revient après 2 ans et que vous avez immobilisé votre capital comme ça pendant 2 ans, il y en a beaucoup, la première chose qu'ils vont faire, c'est de sortir après 10-15%. Laissez courir les gains, coupez rapidement les pertes. Si vous faites l'inverse, sur le long terme, vous serez pas rentable. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors bien sûr, hein, les gens qui sont rentrés en profit ici, enfin qui sont rentrés ici et qui sont largement en profit, quand on va arriver au niveau des 0,118, c'est une bonne zone de prise de profit. Alors je vous dis pas de tout vendre, hein, mais déjà avoir 10% par exemple, qui est pris en profit, 10-15%, ça peut être clairement intéressant. Maintenant ça c'est vous et votre stratégie personnelle, hein. Mon but c'est pas vous les influencer, hein. Si vous êtes dit, ok, moi tant que le BTC on ne fait pas un nouvel ATH ou tant qu'on n'est pas 100 000 $, je ne vends pas, bah vendez pas, respectez votre plan, hein. C'est pas parce que moi je vous dis les 0,118 c'est un niveau de résistance qui va pas être facile à passer, qu'il faut absolument vendre, d'accord? Si votre plan c'est d'attendre les 100 000 $ et de tout vendre aux 100 000 $, respectez votre plan. Le but c'est que votre plan, votre stratégie, ça soit propre à vous, que ça soit pas via quelqu'un d'autre qui l'a fait pour vous parce que il n'a pas la même psychologie que vous, et parce que le but c'est pas d'être dépendant de quelqu'un, c'est de prendre soi-même ses décisions. Voilà, c'était une vidéo assez intéressante et pour moi j'ai essayé de vous apporter pas mal de valeur, à vous apprendre pas mal de choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez poser des questions, si vous voulez que je vous aide sur certaines choses, voilà, on discute de trading, crypto, investissement avec une bonne communauté qui est bien contente d'évoluer en groupe, et ça c'est vraiment important de que ça soit dans un réseau, sur Discord ou autre, le fait d'être avec des gens, bah c'est comme ça que vous progressez rapidement. Voilà, n'hésitez pas, le lien en description, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.